Pierre Péroze, si vous voulez bien nous rejoindre tout de suite. Pierre Péroze, vous avez été maître de conférence en sciences du langage à l'ESP de Lorraine et vous poursuivez aujourd'hui vos recherches dans 2 domaines. Si vous voulez bien aller près du micro. Alors, dans 2 domaines, disais-je, la sémantique lexicale et la didactique du langage oral à l'école maternelle. Votre plus récente publication est, en 2021, un manuel de pédagogie de l'écoute destiné à la moyenne section de maternelle pour les Québécois 4 ans. Et cet ouvrage, 11 histoires pour une année de langage en grande section chez Hachette. Nous vous remercions, Pierre Péroze, aujourd'hui d'intervenir sous l'égide de la Cité internationale de la langue française autour de la question de l'apprentissage du langage de l'école à l'école maternelle. À vous, Pierre. Merci. Donc, bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Donc, le thème qu'on m'avait précédemment invité à traiter était celui de l'apprentissage du langage oral à l'école maternelle. Alors, pourquoi cet intérêt pour le langage oral, alors que la majorité, sinon la totalité des enfants qui entrent à l'école maternelle maîtrisent déjà le langage oral, même s'ils ne sont pas allés à l'école, même s'il n'y a pas d'école. Alors, vous connaissez la réponse mieux que moi. Les programmes ne parlent pas vraiment du langage oral. Ils parlent d'une certaine forme de langage propre à l'école, dont l'apprentissage est bien différent du langage parlé ordinaire. En arrivant à l'école, l'enfant entre dans un monde qui parle une langue qui se distingue de la langue parlée à la maison par l'attention que l'on porte à ses qualités formelles sur le plan linguistique, lexique, syntaxe, et les programmes les plus récents souhaitent par exemple voir les élèves s'exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Je parle de programme pour l'école maternelle. Tous ne pourront pas atteindre cet objectif qui vaut peut-être plus pour l'ensemble de la scolarité que pour la seule période préélémentaire. Cette période n'est en effet qu'une étape dans l'apprentissage de ces catégories savantes, lexique, morphologie verbale et nominale, normes linguistiques et textuelles, qui prendra vraiment son essor qu'avec la fréquentation de l'écrit. La perspective est toute différente pour l'apprentissage, non de la langue, mais du langage de l'école. Cette manière si particulière de parler à l'école et dont l'usage et donc l'apprentissage s'impose dès le premier jour de la maternelle. Je vais vous donner un tout petit exemple qui ne sera pas dans l'enregistrement, bien sûr, on est en off là. Premier jour d'école. L'élève entre dans la classe, la maîtresse est assise sur sa petite chaise de maîtresse et elle dit « Bonjour Thomas » en le regardant droit dans les yeux. « Tu peux aller t'asseoir là-bas. Tu as bien posé ton anorak. » Voilà, c'est l'école. Normalement, c'est comment? « Bah bonjour mon petit Thomas, comment ça va? Hein? Alors la maman, elle t'a acheté un bel anorak. » Ça, c'est normal. Thomas entre à l'école. On ne parle pas à l'école comme on parle à la maison. Nous parlerons donc ici du langage de l'école, celui que l'on emploie et que l'on demande aux élèves d'employer en situation d'apprentissage, en présence de l'enseignant qui dirige et organise les échanges. Ce qu'on demande alors à l'enfant est très différent de ce qu'il sait faire ou de ce qu'il a l'habitude de faire à l'extérieur de l'école. Dans cette situation, on attend de l'enfant, 1, qu'il prenne la parole, qu'il parle donc, mais 2,
que l'objet de son intervention s'inscrive dans le thème de la question posée. Le coq à l'âne n'est pas autorisé. 3, qu'il développe son propos. Ces compétences générales que l'élève va développer tout au long de sa carrière scolaire sont la traduction concrète des 2 caractéristiques fondamentales du langage de l'école. La première est d'être une parole autonome. Pour l'élève comme pour l'étudiant plus tard, la prise de parole est toujours synonyme de prise de risque, parce qu'il s'agit de prendre la parole à propos d'un sujet savant, musique, art visuel, personnage d'une histoire, numération, devant les autres d'abord, qui n'ont peut-être pas les mêmes idées, devant l'enseignant, qui attend la réponse que l'élève va faire. Il ne s'agit donc pas seulement de parler, mais de prendre la parole, une parole non pas intime, mais personnelle, mais aussi publique, qui engage celui qui la profère parce qu'elle ne lui est pas imposée. On sait bien, par exemple, que lors d'un moment de langage, que l'élève s'exprime non de son propre chef, mais sur sollicitation directe. « Kevin, tu n'as rien à nous dire? Tu n'as pas parlé encore. » est toujours considéré par l'enseignant comme un pis-aller. La seconde caractéristique du langage de l'école est d'être une parole qu'il construise son propos. Non pas qu'il réponde d'un mot, mais qu'il explique ou qu'il développe sa réponse. On n'attend pas une réponse originale, ce n'est pas le problème de l'école. Ce n'est pas nécessairement la bonne réponse, on a le droit de se tromper. Mais toujours, on attend toujours une parole dans laquelle on entend, on perçoit un travail d'organisation. Une parole réfléchie donc, mais pas au sens où on va pouvoir l'entendre pour les élèves, les enfants de l'école élémentaire ou du collège, à qui on pourra demander, alors, on réfléchit, hein, et puis ensuite on parle, d'accord? On réfléchit, on parle. Et à l'école maternelle, il est difficile chez le jeune enfant de séparer le discours de la pensée, le discours qui permet justement à la pensée de se réaliser, hein, comme le dit Vygotsky. Aussi, plutôt que de lui demander, comme on pourra le faire plus tard, de réfléchir avant de parler, on attendra de lui une parole construite, ou plutôt une parole qui se construit, avec ce que ça suppose d'erreurs, d'hésitations, d'incertitudes, que l'enseignant accueille comme les signes patents, les signes marquants de la réflexion qui l'accompagne et que le langage même aide à faire advenir. Il est donc assez malheureux que l'on recourt pour notre objet à une expression comme celle de langage oral, dont l'extension sémantique banalise ou brouille l'identification des apprentissages en jeu qui sont d'une toute autre ambition. Une ambition justifiée par les évaluations qui montrent, année après année, que la maîtrise du langage de l'école joue, je cite, le rôle essentiel dans la réussite des élèves tout au long de leur carrière scolaire. Qu'en est-il actuellement dans l'école maternelle? Eh bien, il faut bien admettre qu'on est loin du compte. Ces mêmes études de l'INSEE montrent que l'école maternelle échoue à réduire les inégalités scolaires, en particulier dans le domaine qui nous occupe. Il y a de multiples raisons à cela. Historiques, institutionnelles, didactiques. Mais je vais m'en tenir pour commencer à l'origine pédagogique de cet échec. Et à l'origine. En effet, la question de l'autonomie et de l'allongement, la construction des interventions est d'abord une question de régulation des prises de parole, c'est-à-dire une question proprement pédagogique. Diapo. Suivante.
Merci. Le dialogue pédagogique ordinaire, ainsi que le nomme Elisabeth Nonon, pratiqué le plus souvent dans les moments de langage, se caractérise par l'enchaînement rapide, question, réponse, bon, ce qu'on appelle secondaire, le cours dirigé. C'est un dialogue pédagogique à évaluation rapide, au sens où l'enseignant s'appuie sur la réponse de l'élève et en quelque sorte la valide pour pouvoir poser une nouvelle question. À telle enseigne que l'enseignant, dans ce type de dialogue, est dépendant. Ceux qui connaissent les classes le savent bien, est dépendant des réponses des élèves pour avancer, comme on dit, dans son cours. C'est ainsi qu'on verra assez souvent l'enseignant rebondir sur la réponse qui vient d'être faite pour poser une nouvelle question à l'élève qui vient de répondre. Et ce type de dialogue pédagogique est peu compatible avec l'apprentissage du langage de l'école. Il est en effet régulièrement critiqué par l'inspectorat général. Je renvoie au dernier rapport, au pluriel, de l'inspectorat général sur la question, donc critiqué pour la vitesse de son questionnement et la nature très fermée du questionnement de l'enseignant dans ce type de dialogue pédagogique. Il y a une sorte de corrélation automatique entre le nombre de questions posées et la fermeture des dites questions. Il est donc critiqué aussi pour le peu de place qu'il laisse à la réflexion des élèves et qu'il laisse à leur initiative dans la construction de leurs interventions. Il se caractérise donc par la vitesse du questionnement magistral. Il y a 25 ans maintenant, Agnès Florin l'évaluait déjà à 5 ou 6 questions par minute, soit, petit calcul, une question toutes les 10 ou 12 secondes. Calcul statistique que vous pouvez faire dans les classes encore. Ce n'est pas parce que c'était il y a 25 ans que ça a changé, quand on pratique ce genre de dialogue pédagogique. Le résultat est que dans les séances au cours desquelles l'enseignant a comme objectifs principaux sur sa fiche de préparation le développement des compétences langagières et linguistiques des élèves, et qui repose, par exemple, c'est souvent le cas sur une lecture-présentation d'album, l'enseignant occupe généralement plus de 60% de l'espace conversationnel. Pour une séance qui dure une vingtaine de minutes, je vous laisse faire le calcul. Quel est le temps alloué, le temps de parole alloué à un élève avec un groupe de 10 à 12 élèves, ce qui est un groupe tout à fait ordinaire dans les classes. Okay. Je relève les feuilles tout à l'heure. Le renouvellement rapide des questions fait que le contenu des questions, nombreuses, est nécessairement fermé. L'ordre dans lequel elles sont posées ou la structure de la séance sont pour la plupart des enfants imprévisibles. L'enfant est toujours soumis. Or, cette absence de clarté cognitive, selon les termes d'Elisabeth Bautier, c'est-à-dire pour les élèves, l'impossibilité d'anticiper les tâches discursives et les tâches cognitives qui vont leur être demandées, est ainsi la première source d'échec des élèves issus de milieux favorisés. Justement non, défavorisés. Sur le plan langagier, le résultat est qu'au bout de quelques minutes, un tiers des élèves est dépassé par la vitesse des échanges et le climat concurrentiel qu'elle impose. Ce tiers d'élèves est réduit au silence pour le restant de la séance. Et pour ceux qui parlent alors, oui, mais il y en a qui parlent, oui, mais pour ceux qui parlent. Le résultat sur le plan linguistique maintenant est que la longueur moyenne de leurs interventions est souvent inférieure à une dizaine de mots, bien en deçà de ce qu'il faudrait faire pour faire les apprentissages syntaxiques et discursifs attendus qui sont nécessaires pour lire et comprendre les phrases des textes qui leur seront proposés à l'école élémentaire. Je renvoie ici aux travaux de Bianco. Alors, que faire? Si on veut que les élèves allongent leurs interventions, prennent la parole et fassent ces apprentissages, le dialogue pédagogique ordinaire constitue pour l'enseignant et ses élèves un véritable piège.
parce qu'il conduit automatiquement à la mise à l'écart d'un tiers des élèves et à des réponses trop courtes pour la plupart de ceux qui parlent. L'enseignant n'y est pour rien. Le modèle est tout simplement et automatiquement contre-productif. Nous proposons de changer le modèle d'apprentissage avec la pédagogie de l'écoute. Ça va aller mieux. Si on veut que les élèves construisent leur réponse, c'est-à-dire une réponse hésitante, spiralaire, parfois longue à trouver son chemin, et non pas qu'ils donnent la réponse, nécessairement construite ailleurs, il faut leur en laisser le temps. Laisser le temps aux élèves de réfléchir et de construire leurs interventions, c'est le principe de base de la pédagogie de l'écoute. Si ce principe est respecté, le fonctionnement du dialogue pédagogique est radicalement changé. L'enseignant pose une question ouverte et, diapo s'il vous plaît, il attend, il pose une question ouverte, il attend, puis interroge successivement les élèves qui ont levé le doigt et il les écoute. Question, réponse, 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 réponse. Et puis, quand il a écouté 4, 5 élèves qui avaient envie de parler, il pose la même question parce que d'autres élèves, ayant entendu leurs camarades, on peut trouver d'autres idées ou ont envie de dire les choses autrement ou ont la même idée et ils lèvent le doigt. Alors pourquoi eux n'auraient-ils pas le droit de parler? Ils ont envie de parler. Et donc il interroge les élèves qui ont levé le doigt. Et puis il a écouté 4, 3, 5, je ne sais pas, 2 élèves. Et puis là, il attend. Et il va voir se lever les doigts de 2 catégories d'élèves qui vont nous intéresser. Parce qu'il y a Clarence qui est derrière le groupe. C'est une petite fille. Elle a une petite voix. Et ça fait 15 jours qu'on ne l'a pas entendue. Et là, pourquoi est-ce qu'elle lève le doigt, Clarence? Parce qu'elle a écouté ses camarades, elle a vu qu'il ne s'était rien passé, que tout allait bien, qu'elle allait pouvoir faire la même réponse parce que les autres l'ont déjà fait et que ce n'était pas dangereux et que personne ne lui couperait la parole. Alors elle va dire, le loup, il était derrière l'arbre, avec une petite voix, parce que souvent Clarence a une petite voix. Voilà. Et on y reviendra tout à l'heure. Clarence peut parler parce que sa parole est absolument respectée. Et puis, il y a une autre manière de lever le doigt. Et oui, parce qu'il y a Jean-Eustache qui trouve que ça commence à bien faire, que les autres disent des choses que lui, il avait déjà pensées et qu'il a dites et qu'ils ont repris, mais quand même, il a d'autres idées et il veut montrer que lui, il y a encore, et puis il veut revenir sur ce qu'il a dit, il veut allonger son propos, il va ajouter des mots. Alors lui, il veut parler. Jean-Eustache se met enfin au travail. Parce que la première réponse, elle était trop facile pour lui. Mais là, il est obligé d'aller un peu plus loin. Et il n'est pas question qu'on oublie que lui, il est premier parleur. Tous nos élèves travaillent. C'est donc un dialogue pédagogique à évaluation différée, dans la mesure où l'enseignant diffère, non pas son évaluation en juin, c'est pas ça que ça veut dire, mais diffère le moment où il va poser une nouvelle question, pour stabilisant ainsi un certain état du savoir, pour poser une nouvelle question, la question suivante. Alors, le respect de ce principe fondamental, qui est de laisser le temps aux élèves de réfléchir et de construire leurs interventions, impose de faire un certain nombre de choix didactiques cette fois, qu'on va brièvement présenter. 3 choix fondamentaux. D'abord, un format de séance régulier. Ici, la question, c'est celle de la clarté cognitive.
Adopter une posture en retrait, comme celle qu'on l'on a vue, du dialogue pédagogique à évaluation différée, suppose de réduire de manière drastique le nombre de questions posées. Ce seront donc, ainsi que le demandent les programmes depuis plusieurs années, des questions ouvertes qui reviendront pareillement d'une séance à l'autre et que les élèves pourront anticiper. La régularité de la structure de la séance en 3 parties, restitution, compréhension, interprétation, la régularité des questions associées assure donc à nos élèves une réelle clarté cognitive. Elle leur permet d'anticiper les tâches cognitives et discursives, cognitives mémoriser, comprendre, imaginer et discursive, restituer, raconter, expliquer, faire des hypothèses qui vont être demandées. Ensuite, deuxième choix didactique, des séances décrochées. Des séances dédiées, ainsi que le disent les programmes, sont organisées en alternance avec les séances de langage. Avant la séance de langage, une séance décrochée est consacrée à l'apprentissage dirigé, et cette fois-ci dans une posture pédagogique directive, à l'apprentissage dirigé des savoirs encyclopédiques, culturels, du lexique nominal ou verbal, nécessaires à la compréhension et à la restitution du texte. Puis, après la séance de langage, une nouvelle séance décrochée permet de revenir sur les difficultés rencontrées, qui sont de tous ordres, qui peuvent être des connaissances culturelles qui n'ont pas été saisies, des constructions syntaxiques qui sont difficiles, des négations, bon, que sais-je. Et de préparer la séance de langage suivante. On a donc cette espèce d'alternance. Et enfin, on va travailler sur des textes narratifs non illustrés. En pédagogie de l'écoute, en séance de langage, on ne travaille pas sur album. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première est de répondre, encore une fois, au programme, qui demande que les élèves aient appris, je cite, c'est un des 5 items attendus à la fin du cycle 1, c'est donc pas anodin, comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu. C'est clair? À la fin du cycle 1. La seconde raison est qu'un texte narratif non illustré est un meilleur support que l'album pour l'apprentissage du langage, tant pour la mémorisation des textes et du lexique que pour la compréhension globale et fine des histoires. Lorsqu'on travaille avec des groupes un peu conséquents de entre 6 et 13 élèves, ça n'interdit pas à l'enseignant de travailler sur album. Mais quand il travaille sur album, il a d'autres objectifs, tout simplement parce que c'est un moins bon support pour le langage. Si il travaille sur album, il a comme objectif prioritaire des objectifs littéraires. Bon, je ne développe pas, je n'en ai pas le temps, j'y reviendrai si vous le souhaitez par la suite. Mais l'essentiel, c'est quel est notre objectif. Quand on fait une séance de langage, l'objectif prioritaire, c'est le langage, l'apprentissage du langage de l'école. Donc, diapo, la séance de langage comportera 1, 2 ou 3 parties, mais de toute façon, dans cet ordre-là, puisque cela correspond à 3 types de tâches de plus en plus difficiles et qui se supportent l'une l'autre. Restitution, compréhension, interprétation. On va donc présenter 3 extraits de séances vidéo qui vous permettront d'avoir une idée concrète de ce que cela signifie. Donc, première partie. Elle repose sur une question simple, de quoi vous rappelez-vous? Elle permet la mémorisation du texte, une mise en mémoire dont on sait l'importance dans le processus de compréhension. Ici, les travaux abondent, je ne les cite pas. Cette première partie est celle où les élèves sont le plus à l'aise, parce qu'on leur demande alors de convoquer la compétence discursive qu'ils maîtrisent le mieux, restituer, raconter. La restitution est donc presque toujours la partie la plus longue de la séance, par le nombre et la longueur de leurs interventions. Pour fixer les idées, on va voir le début de la première partie d'une séance enregistrée au début du mois de mai
donc diapo par un enseignant qui pratique la pédagogie de l'écoute depuis 2 ans, en grande section, en REP+, c'est-à-dire une école située dans un quartier très défavorisé, avec un groupe de 11 élèves, dont une partie d'élèves allophones. La séance porte sur un conte que vous connaissez, celui de Jack et le haricot magique, qui est un conte très long, fait plus de 3000 mots, une des raisons pour lesquelles il n'est pas étudié habituellement à l'école maternelle. C'est pourtant le cas dans cette classe de REP+, dont les élèves viennent de découvrir le 3e épisode à l'occasion de la lecture du texte non illustré. Donc, pour mémoire, pour vous redire, après l'échange de la vache contre un haricot, la croissance extraordinaire d'une haricot permet à Jack, qui en fait aussitôt l'ascension, de découvrir le château d'un ogre à qui il va successivement dérober, grâce à la protection de la femme de l'ogre, un sac d'or et plus tard la poule aux œufs d'or. Donc si on peut envoyer maintenant la première vidéo, voilà. Alors, je viens de vous raconter ou de vous lire les 3 premiers épisodes du texte, Jack et le haricot magique. Alors, première partie, l'histoire. Qui pose la question? Lina? De quoi vous rappelez-vous? Luna? Il était une fois un petit garçon, il s'appelait Jack. Il vivait ça avec sa maman. Une petite maison, une pauvre maison, un pauvre jardin et seulement une vieille vache qui donnait presque plus de lait. Un jour, la vache donnait plus de lait. Alors, la maman de Jack, elle a décidé de vendre la vache. Jack a dit, c'est moi qui va vendre la vache. Pour Jack, il s'ennuyait à la maison. Safouane? Et le lendemain, Zach s'est réveillé en premier. Il a pris une corde et il a accroché la vache. Après, il est parti au marché. Mirza? La maman de Jacques, il a dit à Jacques, il faut au moins 10 pièces d'argent. Alors, Jacques, le lendemain matin, Jacques, il est réveillé le premier, il a attaché la vache et il allait au marché. Nessa? Et après, il a fait même pas 100 pas qu'il a déjà rencontré un petit monsieur tout courbé sur son bâton. Et il a dit « Bonjour Jack ». Et c'était bizarre parce que Jack, il savait pas comment le petit vieux, il s'appelait. Il a dit... Timéo? Et le petit vieux, il a dit bonjour Jack. Et moi, je trouve ça un peu bizarre parce que Jack connaît pas son prénom, mais le petit vieux connaît son prénom. Et après, Jack, il a dit bonjour monsieur. Et après, le petit vieux, il a demandé qu'est-ce que où tu vas avec sa vache. Et après, Jack, il a répondu, je veux la vendre au marché, ils vont m'en tirer un bon prix. Au moins 10 pièces d'argent. Arrête? Et alors, Jacques, et alors le petit vieux, il a dit, alors moi, je t'achète ta vache. Et il dit, et tiens, je te donne cette belle graine d'haricot. Et Jacques, il dit, mais quoi, vous me moquez de moi, monsieur?
mon maman, il m'avait dit, pour cette phrase, il faut 10 pièces d'argent et vous me donnez que cette graine d'haricot. Au cours de cette première partie dont vous avez vu les 4 premières minutes, l'enseignant n'aura posé que 2 questions différentes. Tous les élèves ont pris la parole, certains plusieurs fois, mais ça vous n'avez pas vu, étant donné que c'était que les 4 premières minutes. Il est vrai qu'ils connaissent bien le début de l'histoire sur lequel ils ont travaillé. Je vous rappelle que nous sommes au mois de mai, c'est très important. Il y a une année de travail derrière. L'autonomie des élèves dans leur prise de parole, la dimension collective de leur restitution, leur investissement dans la tâche sont indéniables. Les élèves ont déjà une bonne mémoire de l'enchaînement des événements. Ils sont capables à ce moment de l'année de s'engager dans une forme de narration collective en enchaînant les uns sur les autres, une tâche discursive bien plus difficile qu'une narration individuelle. Enfin, nombre d'entre eux construisent des énoncés longs, plus d'une trentaine de mots en moyenne, avec l'emploi des temps du passé, passé composé versus imparfait ou plus que parfait, connecteurs logico-temporels et des notations descriptives, explicatives propres au deuxième plan, dont on sait qu'il est la chair du récit, Maya Ekman. La posture en retrait de l'enseignant laisse le temps aux élèves de développer et de contrôler leurs propos. Et quand ils hésitent sur le choix d'un mot ou d'une construction, c'est bien parce qu'ils reviennent à la lettre du texte et que la formulation qui leur vient ne les satisfait pas. Les élèves font ici l'apprentissage d'un processus qu'ils mobiliseront ensuite lors de leur fréquentation de l'écrit, tant en compréhension qu'en production, un processus qui associe, dans le cadre de cette narration collective, à la fois le retour au texte et les prémices d'un contrôle de type méta. C'est par exemple le cas de Luna, qui a sans doute d'abord envisagé de dire à quel prix Jack devait vendre la vache. Elle commence, Jack a dit, c'est moi qui va vendre la vache pour... Et puis là, elle hésite. Elle pourrait dire pour 10 pièces d'argent, comme dans le texte, vendre pour... Mais elle lui préfère finalement une motivation plus subtile, qui témoigne d'une grande compréhension de l'histoire, en revenant à la lettre du texte pour « c'est moi qui vais vendre la vache pour » Jack, il s'ennuyait, car Jack est un personnage romantique, c'est un adolescent, il s'ennuie, c'est pour ça qu'il va monter, c'est pour ça qu'il veut aller au marché. C'est aussi Nessa qui inverse les sujets dans sa restitution de la rencontre entre Jack et le petit vieux. C'était bizarre parce que Jack, il ne savait pas comment le petit vieux... Et là, elle arrête, elle hésite, elle sent que ça ne va pas, mais elle continue quand même. Il s'appelait... Et voilà. Et un changement dans son attitude, donc elle montre que... Et finalement, c'est Timéo, son petit voisin, qui va corriger cela sur la question de la dénomination, hein, mais avec tact, hein, et rappeler et corriger l'erreur de Nessa, sans le lui dire. Donc, voyons maintenant la question des séances décrochées. C'est parce que les élèves sont véritablement investis dans les tâches qui leur sont ici demandées que l'enseignant peut organiser en alternance avec les séances de langage des séances décrochées fonctionnelles qui sont consacrées à l'apprentissage spécifique des notions, des termes, des constructions verbales que les élèves ne connaissent pas encore. Voici par exemple, diapo, le contenu de la séance décrochée qui a, chers collègues, vous voyez que... voilà. Donc, voici par exemple ce qui a été fait en séance décrochée préparatoire. Alors, on revient toujours sur la question de l'identité des personnages. C'est un point essentiel dans la compréhension d'une histoire, c'est savoir qui est qui. Hein. Je vous renvoie à la lecture des romans russes, hein, difficulté qu'on éprouve. Mais voilà, il faut se mettre dans le cadre des enfants. Pour eux aussi, c'est difficile. Donc, on revient sur l'identité et la dénomination des nouveaux personnages du second épisode. L'ogre et sa femme, la géante. Ici, c'est pas anodin parce que la géante n'est pas une ogresse. C'est la femme de l'ogre. C'est essentiel dans la mécanique de cette histoire. Ensuite, le vocabulaire nominal et verbal, donc gredin, honte, souci,
recette, voilà, à la broche, mais dans la cheminée. Donc, il s'agit de revenir à la fois sur ces termes et en même temps sur ce qu'elle signifie. La cuisson à la broche dans une cheminée n'est pas tellement usuelle dans les cités. C'est le cas puisque une cité d'accueil pour une part et puis une cité HLM d'autre part autour de l'école. Des mots rencontrés déjà dans d'autres textes. Alors, les élèves connaissent par exemple le mot festin, ventre à terre, déguster, s'ennuyer, mais évidemment, on les révise à l'occasion de la lecture de ce texte. Enfin, les tournures syntaxiques. Alors, il y a la question de l'élision. Un haricot et pas un haricot. La graine de haricot et pas d'haricot. Le petit vieux a donné une graine de haricot. Et puis la formule, voilà, il n'a pas cru ce qu'il a vu, évidemment, appelle un travail particulier. Parce que les compliqués, il y a deux négations, il y a des passés composés. Bon. Et puis, la forme factitive du verbe croire, la géante fait croire. Voilà quelque chose qui est difficile, qui n'est pas dans l'usage des enfants à cet âge-là. Donc, il faut le travailler avec eux et vous en verrez des exemples plus tard. Et puis, on va donc reprendre des histoires qu'on connaît. Renard fait croire au corbeau, renard fait croire à Isengrin, le loup fait croire au chaperon rouge. Donc, on voit les exemples et on apprend à faire des phrases avec ce faire croire. Donc, diapo. On va passer à la deuxième partie de la séance. Lors de la première partie, les élèves ont restitué collectivement et donc mémorisé la plupart des éléments de l'histoire. Il est dès lors possible, dans la deuxième partie, d'aborder plus directement la question de la compréhension. Suivant en cela les travaux de Reuter, de Tauvron, de Bishop et Joule sur la compréhension du récit, mais aussi d'auteurs très célèbres comme Janet Hastington sur la théorie de l'esprit, la deuxième partie de l'histoire est consacrée aux personnages, à leur identité, bien sûr, mais surtout à leur motivation et à leurs états mentaux et l'évolution des états mentaux des personnages au fur et à mesure du déroulement de l'histoire. La vidéo que vous allez voir maintenant porte sur la deuxième partie des séances. Une seconde avant de la lancer. Donc, vous avez vu le début. L'enseignant va poser 4 questions. Pour lui répondre, les élèves construisent des interventions qui convoquent les verbes d'état mentaux, qui permettent d'évoquer le point de vue des personnages en cause dans des constructions logiques et oppositives variées, qui signent la modalité nettement explicative de leur discours. Est-ce qu'on peut maintenant, oui, lancer la vidéo? C'est ce que vous avez vu tout à l'heure. La suite de la première partie. Alors, je viens de vous raconter ou de vous lire les 3 premiers épisodes du texte. Jacques et le haricot magique. Bien. Deuxième partie, de quoi on parle et aussi qu'est-ce qu'on veut savoir. Mirza? On veut les noms des personnages et ce qu'ils veulent. Kadir? Jack, ogre, une femme ogre, et monsieur courbé sa bâton. Alors, une première question. Écoutez. Que veut Jack quand il remonte au château des nuages? Dites pourquoi. Mustapha? Parce que une fois, le sac, il était vide. Et après, il allait voir s'il en a encore. Et que pense la géante quand elle revoit Jack? Lina? Elle pense parce que t'es un voleur parce que tu nous as volé un sac rempli de pièces d'or. C'est ça? Alors,
elle pense que Jack, il est gentil, mais elle pense comme il a volé les sous, bah, elle pense que Jack et avec sa maman, ils sont très très pauvres. Mirza? La femme de Log, il était fâché et elle a dit à Jack, t'as un gros daim. Et qu'est-ce que la géante fait croire à l'ogre quand il dit que ça sent la chair fraîche? Mélissa. Il dit que c'est meilleur dans... Elle lui fait croire. Elle lui fait croire que c'est meilleur dans la cheminée et que c'est ce mouton qui sent si bon. Safouane? Et la femme de l'ogre, elle croit que... Elle fait croire. Elle fait croire que c'est le mouton qui sont bons. Timéo? La femme de l'ogre, il fait croire de la première fois que Jack monte, il lui fait croire c'est le cochon. Et la deuxième fois, il lui fait croire que c'est le mouton. Qui peut dire pourquoi elle fait ça? Kadir? Vers un vent. Et sa marée mange tout vent. Et pas un vent. Safouane? Elle veut que son mari, il mange pas les enfants. Elle veut aussi avoir des enfants. Areg? La femme de l'ogre, il voudrait avoir des enfants, mais comme son mari, il mange tous les enfants, alors on dit pas. Il faut aussi... Timéo? Il fait ça, comme ça, la gente, il fait prendre l'ogre. Ça, comme ça, il découvre pas la cassette de Jack. Troisième partie. Voilà. Donc, vous venez de voir un extrait de cette partie d'explication. On voit très nettement comment les questions de type compréhension sont pour les élèves plus difficiles parce qu'elles supposent de mobiliser des constructions syntaxiques et des articulations notionnelles plus difficiles que ce qu'ils avaient dans la partie restitution, où en quelque sorte ils sont dans un type de discours déjà préconstruit par le texte. Ici, il faut qu'ils remobilisent de manière différente les choses, mais on voit en même temps comment le fait d'avoir engrangé les éléments de l'histoire dans la première partie leur permet d'entrer de manière assez solide dans des explications qui sont peut-être hésitantes sur le plan syntaxique ou lexical, mais qui sont toujours pertinentes sur le fond. Donc, diapo, s'il vous plaît. Donc, on va passer maintenant à la présentation d'un extrait de troisième partie. Alors, cette fois-ci, cette troisième partie n'est pas la troisième partie des deux parties que vous avez vues. Elle a lieu un peu plus tard, à la fin du travail sur ce texte. C'est donc la troisième partie de la dernière séance sur le texte de Jack et le haricot magique. Alors, la compréhension est d'une certaine manière, on dit souvent, c'est juste, je crois, d'une certaine manière, inscrite dans le texte. Comprendre un texte, c'est grosso modo comprendre ce qu'il dit. L'interprétation suppose un changement de point de vue.
Mais on ne demande pas aux élèves de produire du sens sur la base d'une lecture savante, hein, comme on peut le faire à l'université, où on va demander de faire une lecture ethnologique, une lecture sociologique du texte, une lecture psychanalytique. C'est pas des interprétations de ce type-là, évidemment. Et pour nos jeunes élèves, on prend le mot interprétation au sens où on l'entend pour un metteur en scène. Peuvent-ils imaginer un autre déroulement? Peuvent-ils imaginer, question qu'on pose dès la moyenne section, c'est-à-dire dès les 4 ans, que va-t-il se passer, hein, à votre avis, dans le prochain épisode? Voilà. Et puis, question plus difficile, qu'auriez-vous fait à la place de tel ou tel personnage? Et là, on oblige l'élève à quitter la position confortable de l'auditeur pour rentrer dans la problématique même de l'histoire. Évidemment, là, on va toucher aux valeurs et au sens profond de l'histoire. Juste un exemple qui s'adresse cette fois à vous. Première question, qu'auriez-vous fait à la place de la maman chèvre dans Le Loup et les 7 chevreaux? Ça y est, tout le monde a une idée. Plus difficile, et c'est la bonne question, qu'auriez-vous fait à la place du meunier? Celui qui met de la farine blanche sur la patte du loup. Voilà. Vous voyez que on touche effectivement là au sens profond de cette histoire. Alors, ici, à l'occasion de cette dernière séance, les élèves ayant travaillé sur les 5 épisodes du texte, l'enseignant va formuler un peu différemment la question. Pour cette fois, et je le précise, on est à la fin de l'année, cette question-là, il n'aurait certainement pas pu la poser auparavant, il va leur demander de porter un jugement sur le héros de l'histoire. On va voir que dans cette 3e partie, elle donne aux élèves le temps, les moyens d'exprimer des points de vue qu'on devine assez bien refléter la personnalité de chacun. Vidéo, s'il vous plaît. Bien. Alors, on ne va pas faire aujourd'hui la 2e partie du travail, tout simplement parce que vous avez bien compris l'histoire et je le vois bien quand vous racontez. Alors tout de suite, 3e partie, qu'est-ce qu'il faut faire? Timéo. Il faut se mettre à la place d'un personnage. Alors écoutez bien la première question. À votre avis, à la fin de cette histoire, est-ce qu'on peut dire que Jack est un voleur? Et dites pourquoi. Non. Timéo? Oui, on peut dire que c'est un voleur parce que quand il est allé dans le château, il a volé la poule, la harpe et le sac rempli de pièces d'or. Safouane? Moi, je dirais pas qu'il était voleur parce que il voulait juste un peu d'argent. Kadir? Et Jack, voleur, elle volait sac l'or. Et la 2e fois, elle volait les poules. La 3e fois, elle volait la harpe. Et 5e, et rien volé. Mirza? On peut dire Jack c'est un voleur parce que comme il savait rien, alors il a acheté, alors il a pris le boule d'or, la harpe magique et le sac plein de pièces d'or. Lina? Non, s'il n'est pas un voleur, parce que si on y allait, il peut voler des choses, mais non, puisque c'était dangereux. Mélissa? On pouvait dire que c'est un voleur parce qu'il a volé
la pouleuse d'or, le sac rempli de pièces d'or et la harpe magique. Luna. Et puis, pourquoi c'était pas un voleur? Parce que je dois avoir juste un peu de sous, parce que j'étais pauvre, parce que je n'avais pas d'argent. Un règle. Et moi, je pense qu'il n'est pas un voleur, parce que il voulait juste avoir d'argent, mais moi, je pense qu'il faisait comme un voleur. Alors, conclusion. Nessa? Moi, c'est pas un voleur parce que il voulait juste faire plaisir à sa maman et avoir un peu d'argent. Mais sinon, ça aurait été pas un voleur. Alors, en attendant une nouvelle histoire, bien différente de celle-ci, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Un garçon. En tout cas, bravo. Et je peux vous dire que l'enseignant est assez économe de ses compliments. Et les élèves le savent. En séance de langage, comme on l'a vu là, comme le scripteur sur son brouillon, les élèves reviennent ensemble sur ce qu'ils ont déjà dit, ils le reformulent, le discutent, le complètent, pour approcher une forme plus satisfaisante qu'ils produisent bien plus naturellement et intelligemment, si j'ose dire, que le squelette événementiel ou le résumé dirigé auquel on les invite trop souvent. Ils échangent sur un thème difficile, souvent éloigné de leur propre culture. Ils s'écoutent et, en intervenant, prennent le risque de construire un discours imparfait, mais déjà savant et ouvert à la discussion. Ils s'approprient ainsi une parole autonome et réfléchie, le langage de l'école, gage de leur future réussite scolaire. Je vous remercie.